La froideur de la nuit semblait plus intense à mesure que Pedro avançait sur le chemin de pierre menant au cimetière. Il portait son vieux manteau en laine grise, usé au coude, et une écharpe qui n'avait pas été remplacée depuis des années. Dans une main, il tenait sa mallette à outils au fermoir métallique rouillé. Dans l'autre, une lampe torche à la lumière jaunâtre oscillait au rythme de ses pas, projetant des ombres dansantes sur les arbres alentours. La porte du cimetière grinça lorsqu'il la poussa, un son aussi familier que le craquement de ses propres genoux. À l'intérieur, le lieu semblait figé dans le temps, des pierres tombales bancales et couvertes de mousse, des croix brisées, et des buissons poussant sans contrôle. C'était un endroit que la plupart des habitants évitaient, mais pour Pedro, cet espace était un refuge silencieux, un lieu où il se sentait utile, même si personne ne le savait. En marchant, il observait chaque tombe comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Il savait exactement où se trouvaient les plus abîmés, celles nécessitant une attention urgente. Il s'arrêta devant une croix en bois fendue en deux, penchée sur le côté. Il soupira profondément avant de s'agenouiller. Pedro ouvrit sa mallette à outils avec soin, révélant des instruments anciens mais bien entretenus, marteaux, scies, papiers abrasifs et une petite boîte de clous rouillés. Il se mit à l'œuvre. Avec des gestes précis, il retira les morceaux brisés et découpa une nouvelle pièce de bois qu'il avait apportée. Il martelait doucement, chaque coup résonnant dans le silence environnant. Pendant qu'il travaillait, il murmurait des mots semblables à des prières. « Pardon ? J'aurais dû faire ça plus tôt. Je ne peux pas changer le passé, mais peut-être que cela aidera. » De l'autre côté du cimetière, Marina arrangeait les plantes d'un petit parterre de fleurs. Elle travaillait là pendant la journée, s'occupant de roses et de marguerites qui apportaient un peu de vie à l'endroit. Mais ce soir-là, en terminant d'arroser les fleurs, elle remarqua la silhouette de Pedro sous la lumière vacillante de sa lampe. C'était la 5e ou 6e fois qu'elle le voyait. Il ne semblait jamais remarquer sa présence, mais elle l'observait avec une curiosité croissante. Pourquoi un homme âgé passait-il ses nuits dans un cimetière ? Quelle raison le poussait à réparer des tombes qui, apparemment, ne concernaient pas sa famille ? Un léger frisson traversa Marina à cette pensée. Le lendemain matin, elle décida de faire ce qu'elle hésitait à faire depuis longtemps, s'approcher de Pedro et lui demander ce qu'il faisait là. À la bibliothèque de la ville, Lucas, un jeune étudiant en histoire, parcourait les pages d'un épais registre funéraire. Le cimetière de Villa do Sol, bien que négligé, abritait des tombes chargées d'histoires fascinantes. Lucas préparait une recherche sur les familles anciennes du village, mais quelque chose attira son attention ce soir-là. Plusieurs des tombes mentionnées dans les registres étaient en cours de restauration par Pedro. Il l'avait remarqué quelques jours auparavant, lors d'une visite au cimetière, mais il voyait maintenant quelque chose de plus intrigant, un nom qui revenait dans plusieurs documents anciens. Un nom gravé sur les tombes restaurées par Pedro, semblant avoir une signification particulière. Cela pourrait être une coïncidence, mais peut-être pas, pensa-t-il. Le nom Arnaldo apparaissait sur au moins 3 pierres tombales répertoriées dans le cimetière. Lucas ressentit cette familiarité excitante qui le poussait dans ses recherches. Il savait qu'il y avait quelque chose à découvrir. De retour au cimetière, Pedro terminait son travail. La tombe arborait désormais une croix solide, le bois poli et sans trace des fissures précédentes. Il essuya la sueur de son front avec la manche de son manteau et resta agenouillé quelques minutes de plus, fixant le nom sur la pierre tombale, Arnaldo Mendonça, né en 1902, décédé en 1948. Pedro tendit la main et toucha la surface froide de la pierre, comme s'il cherchait une connexion. Ce n'était pas qu'une simple tombe pour lui, c'était un lien avec quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à verbaliser. Il resta là encore quelques instants, jusqu'à ce qu'une bourrasque glaciale le pousse à se relever. Il éteignit la lampe et quitta le cimetière, laissant derrière lui le silence qui semblait envelopper ce lieu. Cette même nuit, Marina, encore préoccupée par le vieil homme, écrivit dans son journal. « Et qui est-il ? Et que cherche-t-il parmi les morts ?» Pendant ce temps, Lucas griffonnait le nom Arnaldo Mendonça sur une feuille, l'entourant d'annotations et de flèches. Ses soupçons prenaient forme, et il savait qu'il devait retourner au cimetière au plus vite. Quant à Pedro, de retour chez lui, il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, une lettre au caractère légèrement effacé. Il relut le contenu attentivement, ses yeux brillant d'une émotion contenue. Sur la dernière ligne de la lettre, on pouvait lire « J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, Pedro. » Le premier chapitre se termine avec l'introduction du décor, des motivations de Pedro et des autres personnages qui l'observent de loin.
le lecteur sent qu'un secret est enfoui dans le passé du vieux menuisier, un mystère que Marina et Lucas, sans le savoir, s'apprêtent à mettre au jour. Le soleil se levait lentement au-dessus du village, répandant des rayons dorés sur les rues silencieuses. Marina était déjà debout, ajustant son tablier tout en arrangeant le petit kiosque de fleurs à l'entrée du cimetière. L'arôme de la terre humide se mêlait au parfum des roses et des marguerites qu'elle organisait soigneusement dans des seaux. Ses pensées, cependant, n'étaient pas concentrées sur son travail. La silhouette de Pedro marchant la nuit précédente restait gravée dans son esprit. C'était un mystère qui ne lui laissait aucun répit. Marina n'était pas du genre à céder à la curiosité sans raison, mais quelque chose chez cet homme, sa posture, la manière méthodique dont il travaillait en silence l'incitait à vouloir en savoir davantage. Vers 10 heures du matin, Pedro apparut, comme elle s'y attendait. Il portait le même manteau gris et avait sa lampe torche accrochée à sa mallette à outils. Il passa devant le kiosque, comme il le faisait chaque jour, mais cette fois, Marina ne laissa pas l'occasion s'échapper. « Monsieur Pedro » l'appela-t-elle, hésitante. Il s'arrêta et se tourna lentement. Son regard portait un mélange de surprise et de fatigue, comme s'il n'était pas habitué à être interpellé. « Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous aider » répondit-il d'une voix grave et posée. Marina avala sa salive, rassemblant son courage. « En fait, je voulais vous poser une question. Que faites-vous ici, toutes les nuits ? Je veux dire, je vous vois passer et travailler sur les tombes, mais je n'ai jamais compris pourquoi. » Pedro pinça les lèvres, pensif. Pendant un moment, il sembla qu'il ne répondrait pas, mais il soupira ensuite. « Je m'occupe de ce dont personne ne prend soin. Ce n'est pas juste qu'il soit abandonné, vous comprenez ? » « Mais pourquoi ? » insista Marina. « Vous faites ça de votre propre initiative ? » Il hocha la tête, détournant le regard vers la porte du cimetière. « J'ai mes raisons, mademoiselle. Ce n'est pas seulement pour les morts. Parfois, on doit faire la paix avec ce qu'on a laissé derrière soi. » Marina sentit qu'il y avait plus dans cette réponse, quelque chose qu'il ne disait pas. Mais avant qu'elle puisse poser une autre question, Pedro leva la main en signe de politesse et continua son chemin. Pendant ce temps, à la bibliothèque de la ville, Lucas était plongé dans les archives anciennes. Il avait trouvé une section spécifique sur le cimetière de Villa do Sol, où le nom, Arnaldo Mendonça, apparaissait dans au moins 3 documents, un registre d'enterrement, un don fait à l'église locale et une note intrigante sur un incident, survenu en 1948, l'année de la mort d'Arnaldo. Incident, murmura Lucas pour lui-même. Il était clair que quelque chose d'inhabituel s'était passé à cette époque, mais les registres restaient vagues. Il nota le nom dans son carnet avec des dates et quelques questions. Et quelle était la relation entre Arnaldo et Pedro ? Et que s'est-il passé en 1948 ? Et pourquoi Pedro se concentre-t-il autant sur la restauration des tombes liées à ce nom ? Lucas referma le livre et regarda l'horloge. Il décida qu'il devait retourner au cimetière cet après-midi-là pour observer Pedro de plus près. Quelque chose lui disait que la réponse à ces questions s'y trouvait. Ce soir-là, Pedro revint au cimetière, comme d'habitude. Cette fois, il avait apporté une pièce de bois plus grande dans sa mallette, déjà découpée et poncée. Il avait l'intention de remplacer une croix entièrement détériorée. Marina observait de loin, depuis le kiosque, toujours décidée à essayer de s'approcher à nouveau. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Lucas apparut, portant un sac à dos et une planchette à pince. Il regarda Marina et lui demanda. « Vous travaillez ici ? » ?»« Oui, je m'occupe des fleurs et des jardins. »« Et vous ? » ?»« Je suis étudiant en histoire. Je fais des recherches sur les tombes d'ici. » Marina plissa les yeux, méfiante. « Sur quoi exactement ? » ?»« Certaines tombes restaurées par ce monsieur, Pedro, sont liées au nom d'Arnaldo Mendonça. J'essaie de comprendre pourquoi. » Marina fut surprise. Elle savait que Pedro avait une raison pour venir ici toutes les nuits, mais entendre le nom de quelqu'un lié aux tombes rendit le mystère encore plus intrigant. Lucas poursuivit. « Je dois lui parler. Je pense qu'il en sait plus qu'il n'y paraît. » Pedro, agenouillé devant une tombe, terminait d'installer la nouvelle croix. Il s'arrêta un instant, observant le nom gravé sur la pierre, Johanna Mendonça 1910 à 1938. Les yeux embués, il toucha la croix avec une révérence presque religieuse. « Johanna, pardon de ne pas avoir été là plus tôt, murmura-t-il. Pendant ce temps, Lucas et Marina s'approchaient en silence, se cachant derrière un mausolée.
Tous deux observaient le vieil homme de loin, ignorant qu'ils étaient sur le point de se retrouver mêlés à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'auraient imaginé. Le deuxième chapitre approfondit le mystère autour de Pedro et introduit les premières connexions claires avec le passé. La curiosité de Marina et Lucas les pousse à se rapprocher du vieil homme, mais il reste à découvrir la véritable signification des noms qu'il restaure et le secret qu'il garde si précieusement. Le vent sifflait entre les tombes, glissant entre les arbres, mais Pedro ne semblait pas y prêter attention. Concentré, il ajustait la croix fraîchement installée sur la tombe de Joana Mendonça. Les planches s'emboîtaient parfaitement, fruit de la précision de ses mains expérimentées. Il savait que son travail touchait à sa fin, mais la paix qu'il recherchait semblait toujours hors d'atteinte. Pedro prit un petit chiffon et nettoya la surface de la pierre tombale. Ce geste, simple et minutieux, ressemblait presque à un rituel. Lorsqu'il eut terminé, il s'assit sur un banc de pierre tout proche, ôtant son chapeau et respirant profondément. Au loin, Marina et Lucas l'observaient, dissimulés derrière un mausolée. Ils échangeaient des regards, débattant en silence sur la nécessité de s'approcher ou non. Lucas fut le premier à briser l'hésitation. « Attends ici. Je vais lui parler », murmura-t-il à Marina, qui mordit sa lèvre, partagée entre la curiosité et la prudence. Lucas fit quelques pas en direction du vieil homme, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Pedro leva les yeux. Ses prunelles claires brillaient sous la faible lumière de la lampe torche. « Et qui est là » demanda-t-il, sa voix rompant le silence. Lucas hésita, mais choisit de ne pas mentir. « Je m'appelle Lucas, étudiant en histoire. Je voudrais vous parler. » Pedro fronça les sourcils, visiblement agacé. « L'histoire ? Quelle histoire peut-on raconter ici ? » « Beaucoup, d'après ce que j'ai vu dans les archives du cimetière, » répondit Lucas calmement. « Notamment sur les Mendonça. » Le nom provoqua une réaction visible chez Pedro. Il se leva lentement, son corps rigide tel un arbre ayant résisté à de nombreuses tempêtes. « Et que savez-vous des Mendonça » demanda-t-il sur un ton défensif. Lucas prit une grande inspiration, essayant de ne pas paraître accusateur. « Pas grand-chose pour l'instant. Je sais seulement que leur famille occupe une place importante ici. Et que vous semblez prendre soin de leur tombe avec une attention particulière. Je voulais comprendre pourquoi. » Pedro resta silencieux un moment. Ses yeux semblaient chercher quelque chose à l'horizon, mais il finit par secouer la tête. « Cela ne vous regarde pas, jeune homme. Partez. » Lucas tenta d'insister. « Mais, monsieur Pedro, j'ai dit, partez. » Coupa Pedro, son ton plus sévère qu'il ne l'aurait voulu. Lucas recula, surpris. Marina, qui s'était discrètement approchée, toucha le bras de Lucas, suggérant qu'il se retire. Plus tard, cette même nuit, Lucas examinait ses notes dans son petit appartement. La réaction de Pedro à l'évocation du nom Mendonça confirmait ses soupçons, il y avait un lien personnel, quelque chose qu'il essayait de cacher. Il retourna au livre des archives et examina à nouveau les dates. Joana Mendonça était décédée en 1938, à l'âge de 28 ans, et Arnaldo Mendonça, 10 ans plus tard, en 1948. Les deux avaient des pierres tombales simples, sans inscription supplémentaire. Cependant, un détail attira l'attention de Lucas, une note marginale à côté du nom d'Arnaldo. Un décès consécutif à l'incident de février. Lucas se pencha, intrigué. Quel genre d'incident avait pu être suffisamment marquant pour figurer dans un document officiel ? Il nota cette phrase dans son carnet et décida de retourner au cimetière dès le lendemain pour examiner de plus près les inscriptions sur les tombes, et peut-être parler à nouveau avec Pedro. Pendant ce temps, Pedro était chez lui, assis dans son vieux fauteuil qui grinçait à chaque mouvement. Une tasse de thé refroidissait sur la table à côté. Dans ses mains, il tenait une photo en noir et blanc, au bord jauni par le temps. Sur la photo figurait Joana, Arnaldo et une autre personne, un jeune Pedro, au visage marqué par la jeunesse et un sourire timide. Il passa son doigt sur l'image de Joana, ressentant cette vague familière de culpabilité qui l'envahissait chaque fois qu'il pensait à elle. « J'ai échoué avec toi, et avec lui aussi », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Pedro ferma les yeux, et les souvenirs revinrent comme un torrent incontrôlable, un cri dans la nuit, le bruit du bois qui se brise, et le poids d'un choix qu'il ne pouvait pas effacer. Le lendemain matin, Marina décida d'agir. Alors que Pedro passait devant le kiosque, elle l'appela de nouveau. « Monsieur Pedro, je dois vous parler. » Cette fois, il s'arrêta, mais son regard restait méfiant. « À propos de quoi, mademoiselle ?
De ce que vous faites ici. Je sais que ça ne me regarde pas, mais, les gens devraient savoir que vous prenez soin de ces tombes avec tant d'attention. C'est un beau travail. Pedro soupira. Ce n'est pas pour eux que je fais cela. C'est pour moi. Marina attendit, mais Pedro n'ajouta rien. Pourtant, c'était suffisant pour qu'elle perçoive le poids qu'il portait. Elle sourit, essayant d'alléger l'atmosphère. Eh bien, si vous avez besoin de fleurs pour décorer les tombes, vous savez où me trouver. Pedro acquiesça, presque imperceptiblement, avant de poursuivre son chemin. Cette nuit-là, Pedro retourna sur la tombe de Johanna, emportant avec lui un objet qu'il utilisait rarement, une bougie. Il l'alluma et la posa à côté de la pierre tombale, récitant à voix basse des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. De l'autre côté du cimetière, Lucas revint, cette fois accompagné de Marina. Il restait à distance, mais observait attentivement. Cette fois, Pedro sembla les remarquer, mais ne fit rien pour les en empêcher. En les observant, Lucas remarqua quelque chose d'étrange à la base de la tombe d'Arnaldo. Il y avait une inscription discrète, presque invisible, qu'il n'avait pas vue auparavant. En s'approchant prudemment, il lut les mots gravés dans la pierre. Que les erreurs du passé n'assaillent pas l'avenir. Lucas regarda Marina, à la fois confus et intrigué. Cela ne figure dans aucun registre. Marina, sans dire un mot, fixa Pedro, qui restait immobile devant la tombe de Johanna, comme s'il savait qu'il se rapprochait de la vérité. Ce troisième chapitre approfondit le mystère, dévoilant davantage les liens entre Pedro, Johanna et Arnaldo, tout en montrant la réticence de Pedro à revisiter les douleurs de son passé. Lucas et Marina deviennent des alliés dans leur quête de réponse, mais ils doivent encore percer le mur de silence du vieux menuisier. Le cimetière était particulièrement silencieux cet après-midi-là, comme si même le vent avait décidé de se reposer. Pedro était arrivé plus tôt que d'habitude, portant sa mallette d'outils et une nouvelle pièce de bois pour restaurer la tombe d'Arnaldo Mendonça. Il ne s'attendait pas à être interrompu, mais il n'était désormais plus le seul à observer cet endroit avec attention. Dans la petite salle des archives de l'église locale, Lucas ajustait ses lunettes et parcourait des pages jaunies. Parmi les listes de naissance, mariage et décès, il trouva enfin ce qu'il cherchait, un bref rapport écrit à la main, daté de février 1948. Le 12 février, un différend a éclaté entre les membres de la famille Mendonça, entraînant des conséquences fatales. La mort d'Arnaldo Mendonça a été enregistrée comme accidentelle, bien que des témoins rapportent un épisode de violence survenu sur la propriété familiale. Lucas relut le texte plusieurs fois. Les mots « violence » et « fatale » résonnaient dans son esprit. Ce passage était bien trop vague, mais suffisant pour confirmer qu'un événement tragique avait eu lieu. Il nota tout dans son carnet, murmurant pour lui-même. Ce n'était pas un simple accident, et Pedro est mêlé à tout cela. Avant de partir, Lucas décida de consulter également les archives de la mairie. Une intuition lui disait qu'il manquait encore des pièces à ce puzzle. Pendant ce temps, Marina, déterminée à se rapprocher de Pedro, avait préparé un bouquet de fleurs blanches. Quand il arriva au cimetière, elle l'intercepta avant qu'il ne puisse rejoindre les tombes. « Monsieur Pedro, j'ai apporté ces fleurs pour vous. Je sais que ce que vous faites ici est différent, mais je me suis dit qu'elles pourraient vous être utiles. » Pedro regarda le bouquet, puis Marina. Pendant un instant, elle crut qu'il allait refuser, mais à sa grande surprise, il prit les fleurs avec précaution. « Merci, mademoiselle. Elles sont belles. » Marina sourit, sentant qu'elle avait enfin réussi à fissurer le mur qui entourait le vieil homme. « Puis-je vous accompagner aujourd'hui? Je ne veux pas vous déranger, mais peut-être pourrais-je aider. » Pedro hésita, mais finit par hocher la tête. « Si vous voulez porter la lampe, venez. » Marina suivit Pedro à travers les tombes, observant ses gestes précis alors qu'il commençait un nouveau travail. Chaque coup de marteau semblait presque thérapeutique. « Monsieur Pedro, vous connaissiez Johanna et Arnaldo, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, choisissant ses mots avec précaution. Pedro s'arrêta un instant, mais ne leva pas les yeux. « Oui, je les connaissais. Plus que je n'aurais dû. » « Vous voulez parler d'eux ?» poursuivit Marina doucement. Pedro soupira, comme accablé par un fardeau insupportable. « Je ne sais pas si quelqu'un devrait entendre ces histoires, mademoiselle. Certaines choses doivent rester enterrées. » Ce soir-là, Lucas retrouva Marina à l'entrée du cimetière. Il semblait impatient, tenant fermement son carnet rempli de notes. « Marina, j'ai trouvé quelque chose, dit-il,
d'une voix basse mais urgente. Maël, incident de février. C'était un conflit violent, quelque chose qui a conduit à la mort d'Arnaldo. Je pense que Pedro est impliqué. Marina fronça les sourcils. Tu penses qu'il... Je ne sais pas, mais il est forcément lié à tout cela. Ils décidèrent qu'il était temps de confronter Pedro. Lorsqu'ils le trouvèrent près de la tombe d'Arnaldo, il était en train d'allumer une autre bougie, comme il l'avait fait auparavant sur la tombe de Johanna. Pedro remarqua leur approche et les fixa avec un air sérieux. Vous encore. Vous ne pouvez pas laisser un vieux tranquille? Lucas fit un pas en avant, tenant son carnet. Monsieur Pedro, nous devons comprendre. Vous venez ici chaque nuit pour entretenir ces tombes. Vous connaissiez ces personnes. Et j'ai trouvé cela dans les archives, dit-il, montrant la page avec les informations sur l'incident. Que s'est-il passé en février 1948? Pedro regarda le document, mais ne bougea pas. Ses yeux, cependant, montraient qu'il savait exactement de quoi il s'agissait. « Ce n'est pas vos affaires, jeune homme, répondit-il en tentant de garder un ton ferme. « Mais ça l'est, monsieur Pedro, intervint Marina. Parce que cela ne concerne pas seulement le passé. Vous vivez encore avec cela, nuit après nuit. Vous méritez de trouver la paix. » Pedro détourna le regard, visiblement troublé. Il resta silencieux pendant de longues secondes, avant de murmurer enfin. « C'est ma faute. » Lucas et Marina échangèrent un regard, stupéfaits. « Quoi ?» demanda Lucas. Pedro serra ses mains tremblantes. Sa voix était chargée de douleur. « Cet incident, c'est ma faute. Si j'avais agi différemment, Arnaldo et Johanna seraient encore en vie. » Pedro se leva lentement et regarda la tombe d'Arnaldo. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Très bien, je vais vous raconter. Mais je doute que vous soyez prêts à l'entendre. » Lucas et Marina restèrent silencieux, sentant qu'ils étaient sur le point d'entendre quelque chose qui changerait tout. Ce 4e chapitre plonge plus profondément dans le mystère, connectant directement Pedro à l'incident tragique impliquant Johanna et Arnaldo Mendonça. La tension monte alors que Pedro se prépare à révéler un secret qu'il a tenté de dissimuler pendant des décennies, ouvrant la voie à une révélation cruciale. Pedro resta immobile un moment, comme si les mots qu'il s'apprêtait à prononcer étaient plus lourds qu'il ne pouvait les supporter. Lucas et Marina attendaient en silence, conscients que le pressé risquait de le faire se refermer encore plus. Enfin, Pedro inspira profondément et parla. Tout a commencé dans la ferme de la famille Mendonça. C'était en février 1948. La chaleur était insupportable, et la tension entre eux, encore pire. Le soleil brûlant écrasait le ciel au-dessus de la ferme Mendonça. La propriété s'étendait à perte de vue, avec des champs de maïs qui semblaient ne jamais finir. Pourtant, la richesse de cette terre contrastait avec l'atmosphère lourde qui pesait sur les membres de la famille. Pedro, alors âgé de seulement 22 ans, travaillait comme menuisier engagé par Arnaldo Mendonça. Arnaldo était l'aîné et le chef de la famille, un homme rigide au tempérament difficile. Sa sœur, Johanna, était l'âme de la maison, une femme généreuse et affectueuse, mais prisonnière des conventions qui l'obligeaient à se soumettre aux décisions de son frère. En ce mois de février, une dispute agitait la ferme. Johanna voulait vendre une partie des terres pour partir en ville et y construire une vie indépendante. Arnaldo, en revanche, voyait cette idée comme une trahison envers la mémoire de leurs parents, qui avaient bâti la ferme à partir de rien. Pedro, qui entretenait une amitié étroite avec Johanna peut-être même davantage, bien qu'il ne l'ait jamais avoué, fut appelé à intervenir. Il savait qu'il ne devrait pas se mêler des conflits familiaux, mais Johanna avait confiance en lui. « Tu dois m'aider, Pedro » avait-elle dit. « Je ne peux plus vivre ici, prisonnière des volontés d'Arnaldo. » Pedro hésita. Il savait que prendre parti serait dangereux, mais il ne pouvait ignorer le désespoir dans ses yeux. La nuit du 12 février, la dispute atteignit son paroxysme. Johanna annonça, lors du dîner, qu'elle vendrait sa part de la ferme, peu importe l'avis d'Arnaldo. Celui-ci explosa de colère, se levant brusquement et renversant sa chaise. « Et tu ne feras pas ça !» cria Arnaldo, les poings serrés. « Cette terre est notre héritage. » Johanna, pour la première fois, ne recula pas. « L'héritage de nos parents ne devrait pas être une prison, Arnaldo. » Pedro était dans la cuisine, écoutant chaque mot. Lorsque les cris s'intensifièrent, il courut vers la salle principale. Il trouva Arnaldo tenant le bras de Johanna avec force, tandis qu'elle tentait de se dégager.
Lâche-la! Cria Pedro en s'approchant. Arnaldo se tourna, ses yeux lançant des éclairs de rage. Et toi, tu crois avoir le droit de te mêler des affaires de ma famille? Pedro tenta d'intervenir, mais la situation dégénéra. Au milieu de la confusion, Arnaldo poussa violemment Johanna. Elle perdit l'équilibre et tomba, sa tête heurtant une table en bois. Le choc fut sec, et le silence qui suivit assourdissant. Johanna ne se releva pas. Pedro resta figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Arnaldo s'agenouilla près de sa sœur, balbutiant des mots de déni. Non, ce n'était pas censé arriver. La nouvelle de la mort de Johanna se répandit rapidement dans la communauté, mais la version officielle rapportait qu'elle avait glissé et subi un accident fatal. Pedro, rongé par la culpabilité, quitta la ferme peu après, incapable de faire face à ce qui s'était passé. 6 mois plus tard, Arnaldo fut retrouvé mort chez lui. On disait qu'il n'avait pas supporté le poids de sa culpabilité. Pedro termina son récit, la voix tremblante. Il était évident que revivre ces moments était un supplice, mais il continua malgré tout. C'est ma faiblesse qui a tout causé. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû protéger Johanna. Marina essuya une larme qui coulait discrètement sur sa joue. Monsieur Pedro, vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez essayé de l'aider. Lucas, de son côté, semblait pensif. Il savait qu'il y avait encore plus dans cette histoire. Mais pourquoi êtes-vous revenu maintenant, après tout ce temps? Pedro regarda les tombes de Johanna et d'Arnaldo, ses mains tremblantes reposant sur ses genoux. Parce que je n'ai jamais été capable de demander pardon. Ni à elle, ni à lui. Ce cimetière est le seul endroit où je peux essayer de le faire. Alors que Pedro s'éloignait, Lucas remarqua quelque chose d'étrange à la base de la tombe de Johanna. Il s'approcha et vit une petite inscription qui ne semblait pas être d'origine. Ce n'était pas ta faute. Lucas regarda Marina, les yeux écarquillés. Cela a été ajouté après. Quelqu'un savait la vérité. Marina hocha la tête, ses mots empreints de curiosité et d'inquiétude. Mais qui? Ce 5e chapitre révèle ce qui s'est réellement passé entre Johanna, Arnaldo et Pedro, éclairant le fardeau qu'ils portent depuis des décennies. L'inscription mystérieuse sur la tombe de Johanna suggère que quelqu'un d'autre connaît les détails de l'incident, introduisant un nouveau mystère que le trio devra résoudre. Le lendemain matin, Lucas et Marina étaient de retour au cimetière, debout devant la tombe de Johanna Mendonça. L'inscription discrète, presque imperceptible, « Ce n'était pas ta faute », était devenue le centre de leur curiosité. Cela ne fait pas partie de l'inscription originale sur la pierre tombale, observa Lucas, passant ses doigts sur les mots gravés. Ça a été ajouté après, peut-être des années plus tard. Mais par qui? Demanda Marina, croisant les bras contre le froid du matin. Lucas ouvrit son carnet et commença à noter. Nous devons trouver des archives. Quelqu'un a dû s'occuper de ces tombes avant que Pedro ne commence. Marina regarda autour d'elle, songeuse. Peut-être que le père Vicente sait quelque chose. Il est ici depuis plus longtemps que quiconque. Lucas acquiesça, et les deux décidèrent de rendre visite à l'église cet après-midi-là. Pendant ce temps, Pedro restait chez lui, assis à la table de la cuisine. Sa vieille mallette d'outils était ouverte, et il manipulait les instruments, comme si chaque objet portait en lui un souvenir. Son regard était distant, perdu entre le passé et le présent. Le bruit d'un léger coup à la porte le ramena à la réalité. Il hésita avant de se lever. Peu de gens lui rendaient visite, et il n'attendait personne. En ouvrant la porte, Pedro se figea. Devant lui se tenait un homme d'une quarantaine d'années, grand et mince, avec des yeux reflétant un mélange de colère et de vulnérabilité. C'était Antonio, son fils, qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. « Père » dit Antonio, d'une voix hésitante. « Nous devons parler. » Pedro resta sans voix. Son cœur battait à tout rompre, mais il ne savait pas si c'était de joie, de culpabilité ou de peur. Enfin, il ouvrit davantage la porte et fit signe à Antonio d'entrer. « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon fils ?» demanda-t-il, essayant de garder son calme. Antonio s'assit à la table, regardant autour de lui comme si l'endroit lui était étranger. « J'ai entendu dire que tu passes beaucoup de temps au cimetière. Que tu prends soin des tombes. » Pedro soupira, s'asseyant en face de son fils. « Et alors ? » « Je sais ce qui s'est passé, père. À propos de Johanna et d'Arnaldo. » Pedro se raidit,
ses mains serrant ses genoux. Et qui t'a raconté? Antonio croisa les bras. J'ai grandi en entendant des histoires. Les gens parlent, tu le sais. Mais je n'ai jamais entendu ta version. Pedro baissa les yeux, ressentant le poids des paroles de son fils. J'ai fait des erreurs, Antonio. Et peut-être que ces erreurs m'ont éloigné de toi. Antonio attendit davantage, mais Pedro resta silencieux. Finalement, le fils se leva, passant une main dans ses cheveux. Je voulais seulement comprendre, père. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que j'avais peur, avoua Pedro, sa voix presque brisée. Peur que tu me reproches ce qui s'est passé. Antonio fixa son père pendant un long moment, puis, sans rien ajouter, quitta la maison. Pedro resta là, à nouveau seul, contemplant le vide. À l'église locale, Lucas et Marina trouvèrent le père Vicente en train d'arranger les bancs pour la messe du dimanche. C'était un homme petit, aux cheveux blancs et au regard bienveillant, gardien de décennies d'histoire. « Ah, mes jeunes, je suis heureux de vous voir, dit-il en les apercevant. Que puis-je faire pour vous? Marina prit les devants. Mon père, nous cherchons des informations sur le cimetière, et plus précisément sur les tombes de Johanna et d'Arnaldo Mendonça. Le prêtre soupira et croisa les bras, pensif. La famille Mendonça, une histoire bien triste. Que voulez-vous savoir exactement? Lucas montra son carnet, indiquant l'inscription trouvée sur la tombe de Johanna. Nous avons trouvé cela sur sa pierre tombale. Savez-vous qui a pu le graver? Le prêtre regarda le carnet et plissa les yeux. Cette phrase, je me souviens de l'avoir vue auparavant. Mais ce n'était pas sur la tombe, c'était dans une lettre laissée dans les archives de l'église. Lucas et Marina échangèrent un regard surpris. Une lettre? Demanda Lucas. Et qui l'a écrite? Le prêtre réfléchit un instant avant de répondre. Si je ne me trompe pas, c'était un certain Miguel. Il a travaillé pour la famille Mendonça pendant de nombreuses années comme administrateur de la ferme. Un homme loyal, mais discret. Peut-être qu'il en savait plus qu'il ne disait. Cette lettre est-elle encore ici? Demanda Marina. Le prêtre hocha la tête. Elle est dans les archives. Je vais vous la chercher. Quelques minutes plus tard, le prêtre revint avec une enveloppe jaunie par le temps. Il la tendit à Lucas, qui l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier unique, écrite d'une écriture irrégulière, probablement celle de quelqu'un peu habitué à écrire. Pedro, je sais à quel point tu te sens coupable, mais sache ceci, ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas de ta faute. Johanna connaissait les risques et a pris ses propres décisions. J'espère qu'un jour tu trouveras la paix. Lucas lut le nom signé à la fin et sentit un frisson. Miguel de Oliveira. Nous devons trouver cet homme. Le prêtre, cependant, secoua la tête. Cela risque d'être compliqué. Miguel est décédé il y a plus de 15 ans. Marina posa une main sur l'épaule de Lucas, essayant d'adoucir la déception. Mais il a peut-être laissé d'autres traces. Peut-être des proches, des documents. Nous avons encore des pistes. Lucas acquiesça, déterminé. Si Miguel connaissait la vérité, il a peut-être laissé quelque chose qui pourrait nous aider à tout éclaircir. Ce 6e chapitre introduit un personnage clé dans le passé de la famille Mendonça, Miguel, un administrateur loyal qui semble détenir des informations cruciales sur les événements de cette nuit tragique. La lettre révèle que Pedro n'a pas été le seul à porter le fardeau de cet incident, et sa quête de rédemption prend une nouvelle dimension. La petite archive de l'église sentait toujours le vieux bois et l'encens. Lucas tenait la lettre signée par Miguel de Oliveira comme s'il s'agissait d'une carte menant à quelque chose de bien plus grand. Pendant ce temps, Marina regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Et il savait, Marina, dit Lucas, rompant le silence. Miguel connaissait la vérité, et pas seulement cela. Il voulait que Pedro sache qu'il n'était pas le seul à porter la culpabilité. Marina se tourna vers lui, le visage sérieux. Alors nous devons découvrir ce qu'il savait d'autre. Lucas referma soigneusement l'enveloppe et la rangea dans son sac à dos. Le père a dit que Miguel est mort il y a 15 ans. Mais peut-être qu'il a laissé de la famille, ou quelque chose qui pourrait nous aider. Je crois que je connais quelqu'un qui pourrait nous éclairer, dit Marina. Donna Lucia, la couturière du village, était voisine de Miguel. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Le soleil était haut lorsque Lucas et Marina arrivèrent à la petite maison de Donna Lucia, une femme de plus de 80 ans,
mais dotée d'une énergie surprenante pour son âge. Elle les accueillit avec un sourire chaleureux, tenant un ouvrage de broderie en cours. « Et qu'est-ce qui vous amène, mes jeunes ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Marina alla droit au but. « Nous enquêtons sur Miguel de Oliveira. Nous savons qu'il a travaillé à la ferme des Mendonça et qu'il connaissait Pedro. Le père nous a dit qu'il vivait près d'ici. » Lucia fronça les sourcils, réfléchissant, puis hocha la tête. « Ah, oui, Miguel. Un homme bon, mais qui portait beaucoup de secrets. Il a vécu ici jusqu'à sa mort. Mais, je crois que vous avez de la chance. » « De la chance ?» demanda Lucas, se penchant en avant. Lucia sourit. « Il a laissé un journal, vous savez ? Après sa mort, sa famille n'a pas voulu s'en occuper, alors je l'ai gardé. Il est dans un coffre. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Vous avez encore ce journal ?» Lucia acquiesça et se leva avec difficulté. « Attendez ici. » Elle revint quelques minutes plus tard avec un carnet à la couverture en cuir usé. Elle le tendit à Lucas avec précaution. Miguel disait toujours que ce journal servait à apaiser son âme. Peut-être y trouverez-vous ce que vous cherchez. Lucas et Marina s'assirent sur un banc près de la place pour feuilleter le journal. Les pages étaient remplies de notes écrites d'une écriture rapide mais lisible. La plupart des textes décrivaient le travail quotidien à la ferme, mais un passage attira leur attention. Sur une page datée de février 1948, Miguel décrivait ce qu'il appelait « la nuit où tout s'est effondré ». Johanna était décidée à partir, et Arnaldo, comme toujours, ne voulait rien céder. C'était une dispute violente, avec des cris qui résonnaient dans toute la maison. Pedro a essayé d'intervenir, mais Arnaldo n'écoutait personne. Quand j'ai vu Johanna tomber, j'ai su que plus rien ne serait comme avant. Miguel continuait, évoquant l'impact de cet événement. Pedro ne devrait pas porter cette culpabilité tout seul. Johanna était mon amie, mais elle était impulsive. Elle savait que défier Arnaldo était dangereux. Arnaldo souffrait aussi, c'était un homme tourmenté, mais il ne voulait pas lui faire de mal. Tout cela était un terrible accident, mais personne ne pouvait le voir à l'époque. Lucas et Marina échangèrent un regard, absorbant ces mots. « Cela change tout, » dit Marina. Pedro a vraiment essayé d'aider, mais il faisait face à quelque chose de bien plus grand que lui. Et Arnaldo n'était pas simplement un méchant, ajouta Lucas. Il semble qu'il avait aussi ses propres démons. Pendant que Lucas et Marina décryptaient les secrets du journal, Pedro affrontait un autre défi, renouer avec Antonio. Il marchait nerveusement sur la petite place de la ville, où il avait convenu de rencontrer son fils. Lorsqu'Antonio arriva, Pedro reconnut le même regard déterminé qu'il avait vu chez le jeune homme autrefois. Antonio ne perdit pas de temps. « Je suis revenu parce que je veux comprendre, père. Mais aussi parce que j'ai besoin de poser une question. » Pedro hocha la tête, l'invitant à s'asseoir sur un banc. « Qu'est-ce que tu veux savoir, mon fils ?» Antonio hésita un instant avant de parler. « Quand maman est morte, c'était à cause de tout ça ? À cause de ce qui s'est passé avec Johanna et Arnaldo ?» Pedro sentit son estomac se nouer. Il savait que cette question viendrait, mais cela ne rendait pas la réponse plus facile. « Ta mère, elle a porté cette douleur avec moi, Antonio. Elle n'en parlait jamais, mais je savais qu'elle ressentait le poids de cette nuit. » Antonio serra les poings. « Et vous n'avez jamais pensé que moi aussi j'avais le droit de savoir ? Que je portais peut-être ce poids sans comprendre pourquoi. » Pedro essaya de maîtriser ses mains tremblantes. « J'ai fait une erreur, mon fils. Je pensais te protéger, mais tout ce que j'ai fait, c'est te repousser. » Antonio secoua la tête, partagé entre colère et tristesse. « Je ne sais pas si je peux pardonner ça, père. Mais peut-être que je peux essayer de comprendre. » Cette même nuit, Lucas et Marina retournèrent au cimetière, le journal de Miguel en main. Ils trouvèrent Pedro près de la tombe de Johanna, comme ils s'y attendaient. « Monsieur Pedro » appela Lucas en tendant le journal. « Je pense que vous devez lire ceci. » Pedro prit le journal avec des mains hésitantes et commença à le feuilleter. À mesure qu'il lisait, son visage changeait, ses yeux alternant entre surprise et émotion. Quand il termina, il referma le journal et regarda Lucas et Marina. Miguel savait. Il savait plus de choses que je ne l'imaginais. Marina se pencha légèrement. « Et qu'est-ce que cela signifie, monsieur Pedro ?» Pedro inspira profondément avant de répondre. «
Cela signifie qu'il y a encore plus à découvrir. Et peut-être que je ne suis pas le seul à devoir demander pardon. Ce 7e chapitre révèle un nouvel éclairage sur l'incident de 1948, montrant que la tragédie était bien plus complexe qu'elle ne paraissait. Le journal de Miguel ouvre une nouvelle phase dans l'histoire, alors que Pedro commence à accepter qu'il ne peut pas porter ce poids seul. Pedro, Lucas et Marina unissent leurs efforts pour mieux comprendre ce que Miguel savait et quelles autres pièces du passé restent encore cachées. Le journal révèle une nouvelle vérité: Miguel a tenté de réparer les erreurs commises par la famille Mendonça, mais des forces l'en ont empêché, laissant des traces profondes jusqu'à la fin de sa vie. Pedro commence également à se rapprocher d'Antonio, qui décide enfin de lire le journal, déclenchant une conversation transformante entre père et fils. Pedro était assis dans son fauteuil en bois, le journal de Miguel reposant dans ses mains. Le poids de ce petit objet semblait disproportionné par rapport à sa taille. Chaque page semblait contenir des années de douleur, de décisions mal prises et de vérités qu'il avait évité de confronter. Lucas et Marina étaient assis en face de lui, observant le vieil homme en silence. Pedro feuilletait le journal lentement, s'arrêtant parfois pour effleurer une phrase du bout des doigts, comme s'il voulait absorber plus que ce que les mots pouvaient offrir. « Miguel » murmura Pedro, la voix tremblante. Il savait. Et pourtant, il n'a jamais rien dit directement. Pourquoi? Marina se pencha en avant, touchant doucement le bras de Pedro. Peut-être pensait-il que vous n'étiez pas encore prêt à entendre. Pedro soupira, refermant le journal avec précaution. Et peut-être qu'il avait raison. Le lendemain matin, Lucas et Marina retournèrent chez Donna Lucia pour voir s'il restait d'autres objets appartenant à Miguel qui pourraient les aider. La vieille dame, toujours aussi accueillante et bienveillante, pointa une vieille boîte en bois dans le sous-sol. « Miguel gardait ses affaires là-dedans, dit-elle. Il disait toujours qu'un jour, quelqu'un pourrait en avoir besoin. » Lucas ouvrit la boîte avec précaution, découvrant un ensemble d'objets, des lettres, des reçus, une vieille broche en argent et une photo décolorée. La photo montrait Miguel aux côtés de Johanna et Arnaldo, souriant, mais leurs expressions laissaient entrevoir quelque chose de plus profond. « On dirait qu'ils étaient plus proches que nous ne le pensions », commenta Lucas en tenant la photo à la lumière. Marina attrapa l'un des reçus et ouvrit de grands yeux en lisant l'entête. « Lucas, regarde ça. C'est un reçu de paiement pour un avocat. On dirait que Miguel aidait Johanna à vendre sa part de la ferme avant que tout ne se produise. » Lucas fronça les sourcils. Cela signifie que Miguel savait que Johanna voulait partir. Peut-être qu'il essayait de la protéger, mais quelque chose a mal tourné. Pendant ce temps, Pedro, toujours chez lui, fut de nouveau surpris par la visite d'Antonio. Cette fois, son fils semblait plus calme, bien qu'une certaine tension subsistât entre eux. « Vous avez un journal, n'est-ce pas » demanda Antonio, direct. « Le journal de Miguel. » Pedro hocha lentement la tête. « Oui. Et je pense que tu devrais le lire. » Antonio hésita, mais accepta l'objet que son père lui tendit. Il s'assit à la table de la cuisine et commença à lire, le bruit des pages tournées remplissant le silence. Pedro observait à distance, n'osant pas interrompre. Lorsqu'Antonio termina enfin, ses yeux étaient rougis. Il posa le journal sur la table et regarda son père. « Miguel avait raison. Ce n'était pas seulement votre faute. Chacun portait sa part de responsabilité. » Pedro s'approcha, s'asseyant à côté de son fils. « J'aurais dû te parler de tout ça plus tôt. Mais je ne savais pas comment. » Antonio secoua la tête. « Peut-être que vous ne saviez pas comment, mais maintenant, nous savons. Et peut-être qu'il est encore temps de réparer les choses. » Pedro prit la main de son fils, les yeux embués. C'était un geste simple, mais il portait en lui des décennies de douleur et de regret. Cette nuit-là, Lucas et Marina rejoignirent Pedro et Antonio au cimetière. Lucas apporta les objets qu'ils avaient trouvés dans la boîte de Miguel, y compris la photo et les reçus. « Monsieur Pedro, Miguel savait ce que Johanna voulait faire », commença Lucas. Il essayait de l'aider, mais il semble que quelque chose l'en ait empêché. Pedro regarda la photo avec attention, touchant les visages de Johanna et d'Arnaldo. Ils étaient bons, chacun à leur manière. Mais aucun d'eux ne savait comment gérer le poids qu'ils portaient. Lucas tendit les reçus à Pedro. Cela montre peut-être que Miguel n'a pas renoncé à aider. Il savait que Johanna avait besoin de soutien, mais je pense qu'il avait aussi peur de s'impliquer davantage. Pedro soupira. Nous avions tous peur. Et c'est ce qui nous a détruits.
Marina, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, pointa la photo. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous allez faire de tout cela. Peut-être qu'il est temps d'accepter que tout ne peut pas être réparé, mais qu'il est encore possible d'avancer. Pedro acquiesça, sentant que ces mots étaient exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Alors que les quatre marchaient ensemble dans le cimetière, Pedro s'arrêta devant la tombe de Johanna et déposa la photo et le journal de Miguel sur la pierre tombale. « J'espère que tu pourras me pardonner, Johanna, murmura-t-il. Antonio posa une main sur l'épaule de son père. « Peut-être que le pardon commence par vous-même. » Pedro regarda son fils, et pour la première fois depuis des décennies, il sentit que le poids qu'il portait commençait à s'alléger. Lucas, observant la scène, remarqua quelque chose sur le sol près de la tombe d'Arnaldo, une petite clé rouillée. Il la ramassa, intrigué. « On dirait qu'il reste encore des choses à découvrir, dit-il en montrant la clé au groupe. Ce 8e chapitre approfondit les liens entre Pedro, Miguel et la famille Mendonça, tout en construisant une passerelle émotionnelle entre Pedro et Antonio. La clé mystérieuse trouvée dans le cimetière introduit un nouveau mystère, suggérant que d'autres secrets attendent d'être dévoilés. Lucas tenait la clé dans sa main, le métal froid et usé par le temps. Il la fit tourner entre ses doigts, essayant d'imaginer ce qui pourrait être caché dans le cimetière ou ailleurs dans le village. « C'est une clé ancienne », observa Marina en se penchant pour mieux la voir. Elle semble appartenir à un coffre ou à un tiroir. Pedro, qui était resté silencieux, s'approcha lentement. « Cette clé, j'ai déjà vu quelque chose de semblable. » Antonio regarda son père, intrigué. « Où ça, père ?» Pedro passa une main sur sa barbe grisonnante, pensif. « À la ferme des Mendonça. » Miguel avait l'habitude de garder un petit coffre où il rangeait des documents importants. Il le fermait toujours avec une clé qui ressemblait à celle-ci. Lucas haussa les sourcils, excité. « Ce coffre serait-il encore là ?»« Peut-être, » répondit Pedro, hésitant. La ferme est abandonnée depuis des décennies. Mais Miguel avait l'habitude de cacher ses affaires dans des endroits improbables. Marina croisa les bras, résolue. « Je crois qu'il n'y a qu'une façon de le savoir. » Le lendemain matin, le groupe partit en direction de l'ancienne ferme. Elle se trouvait à environ 30 minutes en voiture du village, dans une zone entourée de champs envahis par les hautes herbes. La route en terre était accidentée, et le silence parmi les passagers reflétait leur anxiété. En arrivant, la vue de la ferme provoqua un mélange de nostalgie et de malaise chez Pedro. La maison principale, autrefois majestueuse, était en ruine. Le toit s'était effondré à certains endroits, et les fenêtres cassées ressemblaient à des yeux vides témoins du passage du temps. « Cela fait si longtemps », murmura Pedro en regardant les lieux. Antonio posa une main sur l'épaule de son père. « Es-tu prêt pour ça ?» Pedro hocha la tête, respirant profondément. « Je n'ai plus le choix, mon fils. » À l'intérieur de la maison, le groupe se sépara pour explorer les pièces à la recherche d'indices. Lucas et Marina se concentrèrent sur la salle principale où Miguel travaillait souvent. Pedro et Antonio se rendirent dans l'ancien bureau d'Arnaldo, où les meubles étaient encore couverts de poussière et de toiles d'araignée. Miguel était méthodique, dit Lucas en soulevant une planche du sol. Il a certainement caché cela dans un endroit difficile à trouver. Marina fouillait une vieille étagère de livres lorsqu'elle trouva quelque chose d'intéressant, un petit morceau de papier plié entre les pages d'un livre sur le droit foncier. Elle le déplia et lut à voix haute. Pour ceux qui ont le courage de comprendre, la vérité est toujours enfermée dans un coffre. Cela confirme que nous sommes sur la bonne voie, dit Lucas en regardant autour de lui. Pendant ce temps, dans le bureau, Pedro s'arrêta devant un petit bureau en bois, se souvenant des nuits où Miguel y travaillait, notant les registres de la ferme. Il s'agenouilla et commença à ouvrir les tiroirs. Dans l'un d'eux, il trouva un compartiment secret. « Antonio, aide-moi ici !» appela Pedro. Les deux hommes travaillèrent ensemble pour retirer le fond du tiroir, révélant ce qui y était caché, un petit coffre en bois, couvert de poussière et marqué par le temps. « C'est ça !» s'exclama Pedro en soulevant le coffre avec précaution. Ils retournèrent dans la salle principale où Lucas et Marina les attendaient. Pedro posa le coffre sur la table centrale et utilisa la clé que Lucas avait trouvée. La serrure s'ouvrit avec un clic sec. À l'intérieur du coffre se trouvait une collection de documents anciens, de lettres et un petit carnet, semblable à un journal. Pedro prit le carnet et commença à lire les premières notes à voix haute. Arnaldo n'a jamais voulu blesser Johanna, mais sa rigidité l'aveuglait.
Il pensait que protéger la ferme était la seule façon d'honorer nos parents. Johanna, quant à elle, aspirait à la liberté. J'ai essayé d'aider les deux, mais j'ai échoué. Peut-être qu'il n'y a eu aucun vainqueur cette nuit-là. Lucas prit une des lettres et la lut. Elle était adressée à Pedro. Pedro, je sais que tu portes cette culpabilité comme si elle t'appartenait. Mais tu dois savoir que Johanna a fait un choix cette nuit-là. Elle savait ce qu'elle risquait et a accepté les conséquences. Arnaldo a aussi été victime de sa propre dureté. Peut-être qu'un jour tu pourras leur pardonner, mais surtout, j'espère que tu pourras te pardonner à toi-même. Pedro baissa la tête, les mots de Miguel résonnant dans son esprit. Il savait tout, et il a essayé d'alléger ce poids pour nous tous. Au fond du coffre, il y avait une enveloppe scellée, portant le nom de Pedro écrit à la main. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes et trouva une autre lettre de Miguel. Pedro, il y a quelque chose que tu n'as jamais su. Cet incident était bien plus qu'une tragédie familiale. Si tu veux tout comprendre, cherche dans les terres de la famille, près du vieux grenier. Là-bas se trouve la dernière pièce de cette histoire. Lucas regarda Pedro, la curiosité brûlant dans ses yeux. On dirait que notre quête n'est pas encore terminée. Pedro serra l'enveloppe vide dans ses mains, sentant son cœur battre plus vite. Je crois qu'il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Ce 9e chapitre révèle que Miguel en savait beaucoup plus sur l'incident que ce que tout le monde imaginait. Le coffre offre de nouvelles réponses et suggère qu'il reste encore quelque chose caché dans les terres de la ferme, un dernier secret qui pourrait enfin éclaircir les événements de 1948. Le soleil commençait à disparaître derrière les collines lorsque Pedro, Antonio, Lucas et Marina arrivèrent au vieux grenier. La structure était en très mauvais état, avec des bois pourris et des poutres inclinées, prêtes à s'effondrer. Pourtant, l'endroit conservait une aura d'importance, comme s'il renfermait quelque chose que le temps n'avait pas réussi à effacer. Pedro s'arrêta à l'entrée et respira profondément. Chaque pas à l'intérieur du grenier semblait chargé de souvenirs. C'était ici que les frères Mendonça entreposaient leurs récoltes, leurs outils et leurs secrets. Et il a dit de chercher ici, rappela Lucas, tenant la lampe qu'il avait apportée. Il y a probablement quelque chose caché dans le sol ou derrière ces murs. Antonio croisa les bras, regardant son père. Tu te souviens de quelque chose, père? Pedro secoua la tête, pensif. Miguel passait beaucoup de temps ici. Il disait que c'était un endroit sûr. Peut-être que c'est précisément ce que nous devons trouver, un endroit où il se sentait en sécurité. Le groupe se divisa pour chercher des indices. Marina et Lucas se concentrèrent sur la zone près de la trappe menant à un ancien dépôt. Antonio, quant à lui, aidait Pedro à fouiller le fond du grenier, où des outils rouillés et des caisses en bois s'étaient entassés au fil des années. Et ici? S'exclama soudain Marina, pointant une partie du sol où la terre semblait différente, comme si elle avait été remuée. Lucas s'agenouilla et commença à creuser avec ses mains. Rapidement, les autres les rejoignirent. Après quelques minutes d'excavation minutieuse, ils découvrirent ce qui semblait être les coins métalliques d'un petit coffre. C'est ça! S'exclama Lucas en dégageant la terre autour. Pedro s'agenouilla, touchant le coffre de ses mains calleuses. Son expression mêlait révérence et curiosité. Il a vraiment laissé quelque chose ici, murmura-t-il. Lucas utilisa la clé qu'ils avaient trouvée au cimetière. La serrure, rouillée, céda avec un clic après plusieurs tentatives. À l'intérieur du coffre se trouvait un petit journal à couverture rouge, des papiers pliés et une bague en or qui brillait sous la lumière de la lampe. Pedro prit le journal avec précaution, ses mains tremblant en reconnaissant l'écriture de Johanna sur la première page. « C'est à elle, dit-il, la voix presque inaudible. » Lucas prit les papiers et commença à les examiner. Il s'agissait de contrats et de lettres échangées entre Johanna et un avocat, confirmant qu'elle était en train de vendre sa part de la ferme. Elle était vraiment prête à partir, commenta Lucas. Mais on dirait qu'elle a rencontré beaucoup de résistance. Pedro ouvrit le journal à la première page et commença à lire. Février 1948. Miguel essaie de m'aider, mais chaque jour qui passe, je sens que le temps m'échappe. Arnaldo est plus rigide que jamais, et je sais que Pedro essaie de me protéger, mais il est coincé entre nous deux. J'aimerais qu'il sache que rien de tout cela n'est de sa faute. Ma décision de partir n'est pas un caprice, c'est une nécessité. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de vivre. Pedro tourna quelques pages, son visage marqué par l'émotion en lisant d'autres annotations de Johanna. Cette nuit-là, tout est allé trop vite.
Arnaldo a perdu le contrôle, et je savais que je devrais l'affronter, même si cela signifiait prendre un risque. Pedro a essayé d'intervenir, mais il ne pouvait pas changer ce qui allait se produire. J'espère que, s'il lit ceci un jour, il comprendra que je ne lui en ai jamais voulu. Pedro referma le journal, laissant échapper un soupir tremblant. Elle savait. Elle savait ce qu'elle risquait, mais elle ne m'a jamais blâmé. Marina prit la bague en or dans le coffre et la montra à Pedro. Cette bague, c'était la sienne, n'est-ce pas? Pedro hocha la tête. C'était la bague qu'elle portait tous les jours. Arnaldo la lui avait donnée quand il avait pris en charge la ferme. C'était une sorte de promesse qu'il prendrait soin d'elle, mais c'est devenu un symbole de son contrôle. Marina posa la bague sur la pierre tombale de Johanna, comme un geste symbolique de clôture. Je pense qu'elle aurait aimé que cela reste ici, avec elle. Ce soir-là, de retour au cimetière, Pedro et Antonio restèrent seuls devant la tombe de Johanna. Lucas et Marina leur laissèrent de l'espace pour parler. « J'ai porté cela si longtemps, mon fils », commença Pedro en regardant Antonio. « Mais maintenant, je vois que ce n'était pas seulement le poids de la culpabilité. C'était aussi la peur de te perdre. » Antonio posa une main sur l'épaule de son père. « Tu n'as plus besoin de porter cela seul, père. Peut-être que nous n'oublierons jamais, mais nous pouvons essayer d'avancer. Ensemble. » Pedro sourit, une larme coulant sur sa joue. Pour la première fois depuis des décennies, il sentit qu'il était libre. Alors que tout le monde se préparait à quitter le cimetière, Lucas, toujours intrigué, ouvrit le journal de Johanna à une dernière page qui semblait déchirée. Une phrase y était écrite d'une main tremblante. « Toute la vérité est encore enfouie, mais peut-être n'a-t-elle pas besoin d'être déterrée. » Lucas regarda Pedro, qui semblait plus serein que jamais. Marina, à ses côtés, posa une main sur son bras. « Je pense que, parfois, le plus important n'est pas de tout savoir, mais d'apprendre à lâcher prise. » Lucas referma le journal et acquiesça, le rangeant soigneusement. Ce 10e chapitre offre une résolution émouvante au mystère central. Le journal de Johanna révèle des vérités qui aident Pedro et Antonio à se réconcilier. Le groupe réalise que, malgré les questions sans réponse, le pardon et l'acceptation sont les pas les plus importants pour aller de l'avant. La brise du matin était fraîche et portait avec elle un parfum de terre humide, comme si la nature elle-même souhaitait participer à ce moment de renouveau. Pedro marchait lentement dans le cimetière, ses pas plus légers que jamais. C'était la première fois, depuis des années, qu'il ressentait quelque chose qui s'approchait de la paix. Marina était à ses côtés, portant un petit vase de fleurs qu'elle comptait déposer sur la tombe de Johanna. « Vous semblez différent aujourd'hui, monsieur Pedro », dit-elle avec un doux sourire. Pedro s'arrêta, regardant l'horizon. « Je pense que c'est parce que, pour la première fois, je me sens prêt à laisser certaines choses derrière moi. » Elle acquiesça, sans insister pour qu'il en dise plus. Elle posa le vase à côté de la pierre tombale de Johanna et caressa doucement la pierre. « Je pense qu'elle approuverait ce que vous avez fait. » Pedro inspira profondément, laissant l'émotion l'envahir un instant. Pendant ce temps, Antonio était chez lui, triant de vieilles boîtes qu'il n'avait pas touchées depuis des années. Il trouva des photos de son enfance, où il apparaissait avec sa mère et, plus rarement, avec Pedro. Une photo en particulier attira son attention, une image fanée de Pedro tenant une petite chaise en bois qu'il avait fabriquée pour Antonio lorsqu'il était enfant. Tenant la photo, Antonio ressentit une vague de nostalgie mêlée de regret. Il décida qu'il était temps de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, créer de nouveaux souvenirs. Plus tard dans l'après-midi, il se rendit à l'atelier de son père. Pedro était en train de poncer un morceau de bois, l'expression paisible. « Père », l'appela Antonio. Pedro leva les yeux, surpris mais heureux de voir son fils. « Et qu'y a-t-il, mon fils ?» Antonio hésita un moment avant de répondre. « Tu sais encore comment fabriquer ces petites chaises ?» Pedro sourit, un éclat dans les yeux qu'on n'avait pas vu depuis des années. « Bien sûr que je sais. Tu veux apprendre ?» Antonio répondit par un sourire. « Oui, je veux. » De retour dans les archives de l'église, Lucas et Marina parcouraient les documents restants sur la famille Mendonça. Avec les notes de Miguel et le journal de Johanna, Lucas décida d'écrire un récit complet sur l'histoire de la ferme et les événements qui avaient conduit au dénouement tragique de 1948. « Je pense que cette histoire doit être racontée, Marina, dit-il en tapant sur son ordinateur portable. Pas seulement pour les Mendonça, mais pour montrer comment les secrets et le silence peuvent affecter des générations. »
Marina posa une main sur son épaule. Tu as raison. Mais je pense que l'histoire parle aussi de guérison, non? Sur la façon dont, même après tant de temps, on peut encore trouver la paix. Lucas sourit, acquiesçant. Peut-être que c'est cela qui donne un sens à tout. Ils travaillèrent ensemble sur le projet, transformant les fragments de mémoire et de douleur en quelque chose qui pourrait inspirer d'autres personnes à affronter leur propre passé. En fin d'après-midi, Pedro réunit Lucas, Marina et Antonio dans son petit atelier. Il tenait le journal de Johanna dans une main et celui de Miguel dans l'autre. Ces mots, ces histoires, elles nous ont menés jusqu'ici, commença-t-il. Mais je pense qu'elles doivent maintenant reposer en paix. Avec l'aide d'Antonio, Pedro plaça les journaux dans une boîte en bois qu'il avait construite. La boîte fut scellée et emportée au cimetière, où elle fut enterrée à côté de la tombe de Johanna. C'est leur place, dit Pedro en recouvrant la boîte de terre. Parmi ceux qui les ont inspirées et ceux qui les ont comprises. Après que tout le monde se soit retiré, Pedro resta seul quelques instants. Il leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait et murmura. Merci, Johanna. Merci, Miguel. Je pense que vous m'avez enfin appris à vivre. Alors que Pedro rentrait chez lui, une étoile filante traversa le ciel, comme un signe silencieux que quelque chose de plus grand s'était accompli. Ce 11e chapitre marque le nouveau départ de tous les personnages principaux, montrant comment la vérité et l'acceptation peuvent transformer des vies. Pedro trouve la paix, Antonio se rapproche de son père, et Lucas et Marina découvrent un but plus grand en racontant l'histoire qu'ils ont ensemble déterrée. Le soleil brillait doucement sur le village de Serra Alta. C'était une journée ordinaire, mais la tranquillité qui régnait semblait plus profonde, comme si un cycle venait enfin de se refermer. Dans l'atelier de Pedro, l'odeur du bois frais se mêlait au bruit constant des coups de marteau. Pedro et Antonio travaillaient ensemble, chacun fabriquant une petite chaise. C'était un projet simple, mais chargé de sens. « Tu te souviens quand tu m'en avais fait une » demanda Antonio en ponçant une pièce de bois. Pedro sourit, essuyant la sueur de son front avec un chiffon. « Bien sûr que je me souviens. Tu étais tellement excité que tu ne voulais plus quitter la chaise. » Antonio rit, et, pendant un instant, le passé douloureux laissa place à un souvenir heureux. « Je pense que je veux en faire une pour mon fils, » dit Antonio d'un ton léger. Pedro s'arrêta un instant, surpris. « Tu vas devenir père ?» Antonio acquiesça, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je l'ai appris il y a peu. Je me suis dit que c'était le bon moment pour te le dire. » Pedro sentit ses yeux s'embuer, mais il dissimula son émotion derrière un large sourire. « Alors on va la faire parfaite, cette chaise. » À la bibliothèque locale, Lucas et Marina finalisaient les derniers détails du livre qu'ils avaient écrit ensemble. Astérisque Mémoire de la ferme Mendonça Astérisque avait déjà été lu par certains habitants du village et accueilli avec émotion. Beaucoup s'étaient reconnus dans le récit, reliant leurs propres histoires aux événements décrits. « Je pense que cela va vraiment avoir un impact pour beaucoup de gens, » dit Marina en feuilletant les pages. Lucas hocha la tête, pensif. « C'est drôle. Quand on a commencé, je pensais que ce n'était qu'une recherche historique. Mais c'est devenu bien plus que ça. » Marina sourit. « Tu as trouvé l'histoire. Et Pedro a trouvé la paix. Je pense que nous y avons tous gagné quelque chose. » Le soir du lancement du livre, Pedro était présent, accompagné d'Antonio. Il fut chaleureusement accueilli par les habitants, qui le félicitaient non seulement pour ce qui était écrit dans le livre, mais aussi pour l'homme qu'il était devenu. « Tu es une célébrité, père, » plaisanta Antonio. Pedro rit, regardant autour de lui. « Pas une célébrité. Je me sens juste, à nouveau à ma place. » Le lendemain, Pedro visita le cimetière, cette fois accompagné d'Antonio. Tous deux apportèrent des fleurs pour les tombes de Johanna, Arnaldo et Miguel, désormais restaurées et bien entretenues. « Tu sais, père, je n'ai jamais compris pourquoi tu venais ici tous les soirs, » dit Antonio en déposant les fleurs. « Mais maintenant, je comprends. » Pedro hocha la tête en regardant les pierres tombales. « Ce n'était pas seulement pour eux. C'était aussi pour moi. Parce que j'avais besoin de comprendre que, même quand on ne peut pas changer ce qui est arrivé, on peut encore honorer ce qui reste. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, écoutant le vent souffler entre les arbres. Lucas, écrivant dans son journal ce soir-là, résuma l'impact du voyage qu'ils avaient vécu. L'histoire de la ferme Mendonça n'était pas seulement celle d'une tragédie. C'était une histoire de courage. Le courage de confronter le passé,
de demander pardon, de se réconcilier, surtout, de continuer. Pedro a montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, et que, parfois, les plus grandes victoires sont silencieuses. Pedro était assis sur la véranda de sa maison, observant le ciel nocturne. Antonio, à ses côtés, tenait une petite chaise en bois fraîchement fabriquée. « Je pense qu'elle sera parfaite pour mon fils, » dit Antonio. Pedro sourit en regardant les étoiles. « Et il l'aimera. » Antonio resta silencieux un moment avant de dire « Merci, père. » Pedro regarda son fils, ému. « C'est moi qui te remercie, mon fils. De m'avoir donné une seconde chance. » Alors que les lumières du village s'éteignaient une à une, le cimetière, au loin, brillait sous la lumière de la lune, non plus comme un lieu de douleur, mais comme un mémorial de rédemption.